Bonjour à tous, déjà, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu longue, comme on a l'habitude d'aimer. On peut se poser dans un petit canapé, voilà, un petit plaid, et on va se la kiffer parce qu'aujourd'hui on va parler d'une légende de la musique, et c'est toujours un bonheur à faire quoi. Aujourd'hui, on va parler de Nina Simone. Alors oui, c'est peut-être pas une artiste de votre génération, mais on va essayer de comprendre pourquoi elle est souvent citée comme étant l'une des plus grandes artistes qui ait pu exister. Mais contrairement aux précédentes histoires d'artistes qu'on a pu voir ensemble, on ne va pas décortiquer l'entièreté de sa discographie, même si on va beaucoup en parler, parce que son histoire personnelle, elle est tellement impressionnante que pour moi, il était essentiel d'axer principalement cette vidéo sur sa vie. Si vous froncez les sourcils, sachez que Nina Simone, on connaît tous son nom, on connaît sa voix, et on a tous déjà écouté sa musique. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que la carrière de Nina Simone, telle qu'on la connaît, n'était pas celle qu'elle avait choisie. Elle s'est construite presque malgré elle, à la suite d'un enchaînement de malchance, ou peut-être à cause du monde qui l'entourait. Les amis, il est temps de se plonger dans l'histoire de Nina Simone, une artiste unique dont la vie n'a jamais réussi à lui apporter le bonheur qu'elle pouvait mériter. I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. Don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. As the most promising of young recording stars has been a girl from North Carolina via Philadelphia, Nina Simone. Avant que cette vidéo ne commence, laissez-moi vous parler de NordVPN. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais pour les autres, c'est un service qui a pour mission d'améliorer ton expérience et ta sécurité sur Internet. La base d'un VPN, c'est tout simplement de chiffrer tes données. Ta position, ton IP, tes données de navigation, tout est chiffré pour renforcer ta confidentialité sur Internet. Exemple concret, imagine que tu n'es pas en France et que tu veux accéder à des contenus disponibles que sur le territoire français. Eh bien, avec un VPN, tu changes d'emplacement virtuellement et tu auras accès au catalogue. A l'inverse, si tu es en France et que tu veux explorer le catalogue d'une plateforme à l'étranger parce que t'as l'impression d'avoir fait le tour du site, eh bien ça marche aussi également. Petit tip, si vous êtes par exemple fan de Kaamelott, si vous vous mettez en Suisse, vous aurez toute la série qui est dispo gratos sur YouTube. Tu peux te connecter jusqu'à 10 appareils en simultané avec un seul compte. Il y a une protection anti-menace. Elle bloque les sites malveillants, elle bloque les publicités intrusives qui popent un peu de partout. Elle protège des trackers web aussi, qui récoltent vos datas. Pour ceux qui sont méfiants et qui veulent pas de publicité ciblée, ça sert aussi à ça. Si je vous en parle, c'est que j'ai une offre exceptionnelle pour vous. Vous aurez 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans avec le petit lien en description. C'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours, donc n'hésitez pas. Attention, l'offre est uniquement valable dans le petit lien en description. Voilà, merci NordVPN de me faire confiance depuis autant de temps. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne vidéo. Place à l'introduction. Déjà, pour commencer, Nina Simone, c'est pas vraiment Nina Simone. Je m'explique. En Caroline du Nord, le 21 février 1933, elle est née sous le nom d'Eunice Kathleen Wyman. Son papa est un barbier respecté de Tryon, une toute petite ville où ils habitent, et sa mère est révérende dans une église. Ils sont 7 dans la famille, donc ça fait pas mal de monde à nourrir. Et pour arrondir les fins de mois, la maman d'Eunice, elle travaille en tant que femme de ménage pour une riche famille de blancs, la famille Miller. C'est un détail important et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais pour le moment, concentrons-nous sur l'enfance d'Eunice, et en fait, elle baigne dans la musique depuis le tout début quoi. Sa mère lui chante des hymnes religieux qu'elle reprend à l'église, tandis que son père, par exemple, joue parfois du piano pour lui faire découvrir d'autres styles de musique en cachette, comme ceci par exemple. Dans l'Amérique des années 30, le gospel est très présent dans les familles pratiquantes. C'est grâce à la chorale qu'elle fait ses premiers pas dans la musique, et surtout, qu'elle s'essaye au piano. Et quand je vous dis qu'elle s'essaye au piano, elle le fait pas tout à fait comme une personne normale. Elle, quand elle découvre cet instrument, il se passe quelque chose. Elle a du talent et ça s'entend. On découvre assez rapidement qu'elle a l'oreille absolue, c'est-à-dire qu'elle reconnaît le nom de toutes les notes jouées rien qu'à l'oreille. La légende raconte même qu'à 2 ans et demi, Eunice a repris la chanson préférée de sa mère, sans faute, à l'oreille, et sans avoir pris de cours. À 2 ans et demi, t'as même pas l'âge d'être en petite section de maternelle, donc ouais, c'est peut-être un poil abusé comme légende, mais on prend, j'ai envie d'y croire. Que ce soit vrai ou juste faux, on s'en fout un peu parce que dans notre histoire, la rumeur va vite faire le tour de son village. Et grâce à ça, elle va commencer à donner ses premiers concerts à l'église où officiait sa maman. Ça éveille la curiosité d'une famille, la famille Miller.
pour laquelle sa mère travaille comme femme de ménage. Ils vont remarquer son potentiel et ils décident de lui payer 1 an de cours de piano. Mais quand l'année s'est écoulée, toute la ville décidera de collecter des fonds tous ensemble pour que Eunice puisse continuer à étudier en donnant des concerts en échange. Prenez un peu de recul pour le contexte, pour l'époque, faut se rendre compte que c'est une situation qui est vraiment pas commune. Et en parlant de contexte, on va en remettre. L'histoire de Nice commence dans les années 1930. Et pour le moins qu'on puisse dire à ce moment-là, aux États-Unis, c'est pas la joie. Déjà, en 1929, il y a eu un énorme crash boursier, celui de la Grande Dépression, le nom est plutôt parlant. La bourse de New York s'est effondrée un jeudi, qui est devenu le jeudi noir. Et vous l'avez peut-être déjà entendu, ça a entraîné une panique financière. En gros, les investisseurs vendent leurs actions trop vite et à perte, les banques font faillite et 25% de la population perd son emploi. C'est juste énorme. Et en même temps de ça, les États-Unis sont sous tension politique avec la montée en puissance de l'Union soviétique d'un côté et de l'Allemagne nazie. Et ce qui sera particulièrement important pour la suite, c'est que le ségrégationnisme envers les Noirs américains est toujours omniprésent. Les villes et les écoles sont séparées, les places assises dans les transports en commun sont interdites aux Noirs, et les lois Jim Crow qui imposent cette ségrégation existent encore à cette époque. Et c'est dans cette période plus que difficile que Nice entre dans l'adolescence, sans même savoir que cette situation va la conditionner pour le restant de sa vie. Entre-temps, avant d'être une ado, Eunice poursuit son éducation musicale avec Muriel Masinovich, a.k.a. Miss Mazzy, une Anglaise émigrée à Tryon. Tous les samedis, Miss Mazzy invite Eunice à prendre des cours chez elle. Dans un premier temps, elle jouera pendant 1 heure des grands morceaux classiques, comme des études de Czerny ou des pièces de Bach, et puis la deuxième heure, elles feront toutes les deux un duo. Peu à peu, Miss Mazzy devient comme une seconde maman pour Eunice, elle l'appellera même sa White Mama, sa mère blanche. À partir de ce moment-là, le piano devient une obsession et elle va vouloir en faire son métier. Eunice, à ce moment-là, elle rêve de devenir la première pianiste noire à se faire un nom dans la musique classique. Elle aspire à jouer des œuvres de Bach et de Beethoven sur l'une des scènes les plus prestigieuses au monde, le Carnegie Hall de New York. The cleanliness, the tone, the nuances, the implications, the silences, the dynamics, the pianissimos, the fortissimos, all have to do with sound and music, and it's as close to God as I know. Mais voilà, vous l'aurez compris, à cette époque et au vu de la situation du pays, c'était plus qu'un rêve, c'était carrément quelque chose d'un poil utopique. Déjà, à 11 ans, Eunice s'apprête à donner son premier concert organisé par le Fonds de soutien. Sa famille, qui est venue l'encourager, s'assoit au premier rang. Mais juste avant le début, un couple de blancs arrive et demande à ses parents de laisser leur place, affirmant que ces sièges sont réservés aux blancs. Il propose cependant qu'il reste debout au fond. Et alors que ses parents s'apprêtent à céder, Eunice arrive sur scène et refuse de jouer si sa famille n'est pas assise à leur place. Le couple finit par accepter et le concert se déroule comme prévu. Cet événement va profondément la marquer, elle va beaucoup le raconter et malheureusement, ce ne sera pas la dernière fois qu'elle fera face à ce genre de situation. It touched me first time when I gave a concert, a recital at age 12, and they wanted to put my mom and daddy on the back row in the concert, in the little recital hall. And I remember standing up quite bravely and said, "Oh no, my mom and dad will sit on the front row." That was first. Petite parenthèse pour qu'on digère aussi ça, mais je trouve que ça montre déjà un peu le caractère qui va la faire être une légende, entre guillemets. Elle ose déjà se lever contre l'injustice, même si c'est au risque de mettre en péril, entre guillemets, son rêve, son futur, et elle a 11 ans. Bref, le temps passe, Eunice termine ses études à la Allen High School, en Caroline du Nord. Elle commence à avoir son indépendance avec sa propre chambre. Elle se fait ses premiers amis. Elle a même un petit copain, Edney, qui deviendra son premier amour, et tout ça en restant une élève studieuse et appliquée. Mais sa priorité à Eunice, c'est le piano. Elle se lève tous les matins à 4 heures pour travailler jusqu'au début des cours à 8 heures. Elle joue dans l'orchestre de l'école et joue aussi à l'église de sa mère le dimanche. En 1950, Eunice est enfin diplômée et regardez son bulletin, c'est juste un sans faute. En toute logique, elle obtient une bourse d'études d'1 an pour la prestigieuse Juilliard School. Cette école, c'est tout simplement l'un des conservatoires les plus réputés au monde. Elle quitte donc Tryon pour s'installer à New York, chez une amie de sa mère. Elle va suivre les cours de Carl Friedberg, qui la prépare au concours d'entrée au Curtis Institute de Philadelphie. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que l'admission au Curtis est, on va dire, vitale. Si elle y est admise, elle pourrait obtenir une bourse pour financer l'intégralité de ses études. Il est là l'enjeu, et c'est ça le plan. En même temps, l'argent du fonds de soutien de la ville de Tryon ne sera pas suffisant pour une année supplémentaire à Juilliard. Donc sa famille, qui est sûre de son succès, déménage donc à Philadelphie. Et encore une fois, tout ne va pas se passer comme dans les plans. Après avoir fait tout ça, il déménage, tout ça, Eunice n'est pas admise. Et les conditions du rejet sont floues. De nombreuses personnes vont lui révéler l'existence
de quotas d'admission au Curtis. S'ils prennent un étudiant noir, il fallait qu'il soit riche pour payer les frais de scolarité, ou alors qu'il soit connu pour que l'admission ait une résonance, etc. En gros, et en réalité, Eunice n'a pas été acceptée parce qu'elle était noire, sans argent et inconnue. Mais personne ne lui dira aussi clairement, la laissant se blâmer elle-même et douter de ses capacités pendant quasiment toute sa vie. I passed the test, and I knew it was good. I was, at that time, kind of humble, not too much these days. But, and I didn't understand it. I was playing Czerny and Liszt and Rachmaninoff and Bach, and I knew it was good. And and we made records, but I didn't understand why I didn't get that scholarship for anything. And there were people around me who knew about my talent as well, and they said, Nina, it's because you are black. And that shocked me. Alors oui, la déception est immense, mais elle doit continuer à vivre. Et pour ça, elle enchaîne les petits boulots. En dehors de la nécessité de se nourrir ou de louer un local qui lui sert de chambre, elle a besoin d'argent pour ses cours particuliers avec Vladimir Sokolov, un prof du Curtis Institute. Parce que l'objectif de Nice est toujours le même, elle veut repasser le concours et devenir la première pianiste classique noire. Elle commence par travailler comme accompagnatrice, où elle apprend à des élèves les grands standards de l'époque, comme My Funny Valentine ou Near to You. Pour aider les plus jeunes à mieux s'exprimer, elle se met à chanter pendant les cours, marquant ses premiers gains grâce à sa voix. Quelques mois plus tard, elle décide de donner des cours particuliers de piano pour gagner davantage, ce qui va lui apporter à peu près 2,5$ par heure. Ce qui est pas dingue. Et c'est à cette période-là que l'un de ses élèves lui raconte qu'il va partir travailler tout l'été dans un bar à Atlantic City. Atlantic City, c'est une ville balnéaire qui est à quelques heures de Philadelphie, où on peut se faire un peu d'argent parce qu'il y a beaucoup de tourisme estival. Le petit plan de l'été, quoi. Et il compte y jouer du piano pour $19 de l'heure. Et là, Eunice, elle se dit, quoi ? $19 de l'heure pour jouer du piano ? Sans compter les tips ? Everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Elle arrive donc dans ce bar, le Midtown Bar and Grill, qui est pas ouf. Faut imaginer des gros gaillards torchés à la bière avec une odeur ambiante de tabac froid. Vous visualisez l'ambiance ? Et pour l'anecdote, il y avait même une salle tout au fond où les serveurs déplaçaient les mecs qui étaient trop bourrés et qui s'étaient endormis. C'était un truc, voilà, avec une convivialité au max. Et c'est dans cet environnement que Eunice arrive. Elle qui vient d'une famille pratiquante, d'une mère révérende, qui ne reconnaît que la musique religieuse, etc. Un bar à ses yeux, c'est genre l'antre même du diable. Et surtout, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ces élèves quand ils vont voir que leur prof joue dans des bars miteux, un peu crado et tout. Elle se pose plein de questions. Eunice est loin d'être bête. Elle sait que le bar va faire de la promo pour les soirées où elle jouera et qu'il y aura des affiches « Un tel joue ce soir ». Et imaginons que, par pur hasard, sa mère passe dans la rue et voit Eunice Waymon en live dans votre PMU, voilà. Elle imagine déjà l'embrouille à la maison, elle se dit que c'est mort et qu'elle peut pas faire ça. Je sais pas, ça touche trop à sa dignité, enfin je sais pas. On peut comprendre. Vous allez voir où je veux en venir. La seule solution pour elle, c'est de trouver un nom de scène, un alias. Après tout, c'est qu'une question de moi, tu vois. Du coup, elle cogite. Elle repense à son ex espagnol. Elle avait un ex espagnol. Et elle se dit, putain, c'était mignon parce qu'il m'appelait Nina. Ça veut dire petite, etc. Donc elle se dit, Nina, c'est bien, j'aime bien Nina. C'était réfléchi comme ça. Et elle se dit, j'ai vu un film qui est super avec l'actrice française, là. Simone Signoret. Voilà. Elle avait bien aimé ce film à l'époque. Et elle se dit, bon, voilà, on y est. Nina Simone. Et pour ceux qui ignorent qui est Simone Signoret, en gros, c'est la grand-mère à Benjamin Castaldi, de Secret Story. Je me suis senti obligé de donner cette info. Bref, on est en 1954, le bar peut placarder toutes les affiches qu'il veut avec le nom de Nina Simone, et maintenant plus rien ne va l'arrêter. Déjà, quand elle arrive dans le bar, le proprio, Harry Stewart, l'accueille et lui propose une bière. Elle refuse et elle lui demande plutôt un verre de lait. Les habitués du bar se moquent d'elle, en se demandant ce qu'une fille comme elle fait là. Et Nina, vu que maintenant on l'appelle Nina, qui n'a jamais mis les pieds dans un bar ni bu d'alcool, a du mal à s'habituer à la fumée au point de presque garder les yeux fermés. Elle y joue de minuit à 7h du matin. Et contrairement aux autres pianistes qui répètent les mêmes chansons au fil de la nuit, elle prend une mélodie d'une chanson de l'époque et elle la développe avec des variations. Et avec cette méthode, elle improvise pendant des heures. La première soirée se termine, elle quitte son siège pour aller voir Harry, le proprio. Il lui dit que c'était pas mal, mais qu'il n'a pas compris pourquoi elle n'a pas chanté. Nina lui dit que je suis pianiste, voilà, chacun son métier, j'ai pas chanté parce que je fais du piano en fait. Et le propriétaire du bar va hausser les épaules et lui dit, dans ce cas demain tu seras chanteuse, voilà. Ou alors tu n'as plus de travail.
Faute de moyens, elle est obligée d'accepter pour pas perdre le job. Donc elle va se rassurer comme elle peut. De toute façon, c'est temporaire, encore quelques mois à tenir et elle pourra repasser son examen et elle n'aura plus besoin de chanter dans des bars pour vivre. Puis dans tous les cas, elle a un peu d'expérience en chant, que ce soit à l'église ou quand elle était petite, ou bien avec les cours qu'elle a pu donner. It was imperfect and that was the beauty in it to me. It has so much emotion in it, so much weight in it, so much depth in it. It was heavy. You know, she had the type of voice that it made your ears perk up. Rapidement, elle remarque qu'un groupe d'adeptes se forme autour d'elle. Il y a des personnes qui reviennent chaque nuit, qui ramènent des amis, etc. Il se passe un truc. Et lorsque Nina est sur scène, elle impose le respect. Dès la première soirée, en tant que Nina Simone, elle réclame le silence ou bien elle arrête de jouer. Dites-vous que dans la musique classique, c'est un peu comme ça, le public doit être assis et écouter. Et vous savez quoi ? Le public apprécie. Ils aiment bien cette ambiance et tous ces nouveaux fans contribuent à maintenir le calme, quitte à virer les mecs un peu bourrés, voilà. Elle fait un peu changer l'ambiance du bar, mais les gens sont contents de ça, quoi. Le proprio, de son côté, Harry, il est ravi. Le bar est plein, Nina charme tout le monde, et les bières se vendent à merveille, donc tout va bien en fait. C'est pas un problème que ça change. La saison touche à sa fin et du côté de Nice, il va se passer un truc assez bizarre. Elle se rend compte qu'en fait, chanter devant un public et être acclamée pour son art, c'est pas si désagréable que ça. Surtout qu'elle est en quelque sorte protégée, parce qu'elle s'appelle Nina. On est un an plus tard, en 1955, et Harry la rappelle un peu sous la pression de la demande générale pour retrouver Nina en live. Tout le monde veut revoir ce qu'ils ont vécu l'été dernier, et évidemment, elle accepte. Pendant cette nouvelle saison, Nina va faire la rencontre de Ted Axelrod, un grand connaisseur de musique et collectionneur de vinyles. Un soir, il va lui apporter l'album Road to Love de Billie Holiday et lui conseiller de reprendre I Love You Porgy de Gershwin. I love you, Porgy. Don't let him take me. Yes, I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. Et maintenant, vous savez quoi ? Nina n'a plus aucune envie de retourner donner des cours. Elle décide de tout quitter et de rappeler l'agent qui l'avait placé au Midtown pour lui demander du travail à Philadelphie. Et ce mec en question va lui trouver un travail au Puxin, un bar chic de la ville. Le souci, et vous le voyez venir, c'est que maintenant sa famille ne vit pas loin du tout et que tout finit par se savoir. Alors Eunice décide de prendre son courage à deux mains et de dire à sa mère que l'argent qu'elle reçoit tous les mois, c'est l'argent de Nina. Évidemment, ça va pas très bien se passer et sa mère va renier toute cette partie de la vie de sa fille. Pour elle, c'est un non catégorique. Et c'est comme ça. Mais malgré ça, Eunice ne va pas abandonner son personnage et va continuer l'année entre les soirées dans des clubs, quelques cours avec des élèves et bien sûr les cours particuliers avec Sokolov pour progresser davantage. À la fin de l'année, Harry la rappelle au Midtown. Nina est devenue en quelque sorte l'invitée d'honneur de tous les étés, mais pour elle ce n'est plus vraiment pareil parce que l'euphorie des premiers jours est passée. Pendant les pauses de ses longs sets, elle ne parle à personne, elle boit tranquillement son lait au comptoir. Elle n'a qu'une amie à cette époque, elle est surnommée Kevin. Et c'était une prostituée de Philadelphie, mais qui elle-même n'est pas à Atlantic City à cette saison, donc elle se retrouve un peu toute seule, quoi. Un soir, elle est approchée par un certain Don Ross, un commercial qui est extrêmement doué en marketing et qui, grosso modo, a fait assez d'argent pour vivre maintenant confortablement et se reposer sur ses acquis. En gros, il faut pas grand-chose, quoi. Dites-vous que Don Ross, Nina va lui taper dans l'œil et il va venir la voir jouer tous les soirs. Au fur et à mesure, il y a une relation qui va se créer entre les deux. Il va tomber amoureux d'elle et elle, ça va la rassurer d'avoir quelqu'un près de soi parce qu'elle se sentait seule, évidemment. Du coup, elle va décider de se marier avec lui. Oui, ça va très très vite. En parallèle, Nina commence à recevoir des offres dans d'autres villes. Le souci, c'est qu'elle y comprend rien au contrat, mais qu'elle a quand même besoin d'argent, parce que Eunice souhaite quand même revenir à Juilliard, et les frais de scolarité aux États-Unis, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler, c'est pas donné. Pour mettre de côté, elle décide de multiplier les dates, mais soyons clairs, tout ça c'est temporaire. Harry va alors lui présenter son pote Jerry Fields, un agent et booker d'artistes à New York. Elle signe un contrat d'exclusivité avec lui. Les concerts s'enchaînent pour elle. Un soir, alors qu'elle joue dans un restaurant à New Hope, un groupe d'amis vient la voir après sa prestation et lui présente le guitariste Al Shackman. Pour ne pas avoir l'air impoli, Nina va accepter de jouer avec lui. Et vous savez quoi ? Ce sera finalement l'une des meilleures rencontres de sa vie et ils ne vont plus jamais se lâcher après ce moment. It was the summer of 1957 at a restaurant in New Hope, Pennsylvania. She didn't look at me, said nothing as though I wasn't even there, and started in on a song. She never told me what key she was going to be, and she just started playing, and I knew exactly where I was going to go with it. It was like we had a telepathic relationship. Before you knew it, we were just weaving in and out. And then she looked up.
De retour à New York, Jerry l'appelle. Sid, un agent du label Bethlehem Records, était présent au concert de Nina au New Hope et souhaite produire son premier album. Il arrive tout fier, avec une liste de chansons commerciales et des musiciens pour l'enregistrement, mais Nina refuse catégoriquement. Pour elle, sa carrière de chanteuse n'a rien de prioritaire. Elle a un objectif, et c'est pas ça. En gros, arrêtez de me faire chier avec la chanson, moi j'ai envie de faire du piano. Et vous savez quoi, le Sid est sur le cul. Ouais, il est choqué de l'audace, et du coup il accepte. Il dit « Ah, bon d'accord, Nina, t'auras une liberté totale sur ton album. » En échange, il lui fait signer un contrat. Nina n'a toujours pas de manager, pas de juriste, et elle signe sans lire. Et c'est ainsi qu'en 14 heures seulement, elle va enregistrer son premier album, Little Girl Blue. Each time you knew all you can ever count on are the raindrops that fall on Little Girl Blue. Dans cet album, elle revisite les morceaux qui ont fait son succès dans les clubs de jazz, dans un style proche, très proche de ses performances qu'elle faisait au Midtown, mais sans les improvisations. C'est probablement son album le plus axé sur le piano et sur la musique classique de toute sa carrière. Sa sortie, en 1959, marque un tournant qui va changer la vie de Nina pour toujours. Les premiers mois, le label Bethlehem Records ignore complètement Nina. Quand elle tente de joindre Sid, l'agent du label, pour avoir des nouvelles, il ne lui répond pas. Ce qui est très bizarre, surtout après avoir financé la production d'un album. Entre-temps, un DJ de Philadelphie tombe sous le charme du projet, surtout I Love You Porgy. Ce DJ en question, il se met à la diffuser régulièrement. Il diffuse la chanson, il y a plein d'auditeurs qui appellent la radio pour demander à ce qu'il la joue beaucoup plus souvent. C'est qu'il y a un intérêt, quoi. Il réclame alors la version single à Nina, lui assurant que c'est très bon signe ce qu'elle a entre les mains, sauf que Bethlehem l'ignore toujours. Le Sid ne veut pas répondre au téléphone. Les disquaires décident donc de prendre les choses en main et de réclamer la version single au label directement, qui va finir par enfin céder. À peine sorti, I Love You Porgy envahit toutes les plus grosses radios du pays. I love you, Porgy. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I'm gonna stay here with you forever. And I'll be there. Mais voilà, derrière la première façade d'un premier succès, Nina est très pauvre. Elle est mariée à Don, qui est toujours au chômage, qu'en fout pas une, quoi. Donc tout va reposer sur elle. Nina, à ce moment-là, doit travailler comme femme de ménage pour joindre les deux bouts. Peu à peu, elle sombre dans la dépression, et elle, qui ne buvait jamais d'alcool, commence à en boire lors de ses soirées. Au bout de quelques mois, Nina n'en peut plus, et elle décide de mettre fin à son mariage avec Don. Peu après ça, une agente du label Columbia, cette fois-ci, qui s'appelle Colpix, lui propose un contrat à long terme. Et vous savez quoi, pensant que rien ne pouvait être pire que l'expérience qu'elle a pu avoir avec Bethlehem Records, elle se dit, bon, ça peut pas être pire, j'accepte. Et avec Colpix, elle va enregistrer l'album The Amazing Nina Simone. Children, go where I send you. How shall I send you? I'm gonna send you one by one for the little bitty baby was born in Bethlehem. Love was just another game for two. I see now that's all it's meant to you. And my heart got lost somewhere in the shuffle. So I'm all alone playing solitaire. Et alors, je sais pas si vous avez retenu cette info, mais Nina n'avait pas lu son contrat avec Bethlehem. Et c'est une grosse erreur. En signant, Nina a cédé tous ses droits d'auteur pour $3 000. Après avoir fait un long silence radio,
ils vont publier sans son accord Nina and Her Friends, un album qui est en fait composé des chansons qu'elle n'a pas retenues pour Little Girl Blue. Voilà, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais c'est des quoi. Si Nina traverse toutes ces épreuves, en réalité c'est pour Eunice. Tout ce qu'elle souhaite, c'est gagner assez d'argent pour pouvoir juste retourner à Juilliard, jouer de la musique classique et ne plus jamais remettre les pieds dans un club. Tout ça, là, c'est pour son plan initial qu'elle le fait de base. Et pourtant, il semble que son destin en est décidé autrement. En 1959, Jerry, son agent, comprend que Nina a besoin de changement. Il décide qu'il est temps pour elle de quitter les clubs et de se produire dans des véritables salles de concert. Le 12 septembre de cette année-là, Nina Simone apparaît au Town Hall. Salle comble. Ce concert va propulser Nina au rang de star. Elle est reconnue dans la rue, elle est invitée dans tout le pays, ses disques se vendent jusqu'en Europe et les demandes d'interviews affluent de partout. Cette chanteuse exceptionnelle. Nina Simone. Nina Simone. Oui, Nina Simone. Et ça paraît tellement évident aujourd'hui, mais ce qui fait succès, c'est bien évidemment le style tellement particulier de Nina. Nina joue des chansons populaires avec la technique impressionnante des pianistes classiques et avec une influence du jazz de club. Elle y intègre des chants religieux, des chansons pour enfants, des ballades. Elle continuera à affirmer qu'elle n'est pas une chanteuse de jazz et que la qualifier ainsi est en réalité une forme de racisme. À l'époque, la vision des Blancs tendait à regrouper tous les musiciens noirs sous une seule et même étiquette. Faisons une petite parenthèse pour avoir une idée du style Nina Simone. Regardez son passage au Ed Sullivan Show en 1960. Elle improvise en live un style de composition qui est très complexe. Ce niveau de technique qui est hors norme en live fera son succès car Nina intrigue les amateurs de tous les genres qu'elle peut mélanger, y compris ceux qui sont très stricts de musique classique. When I first saw Nina at my club in 1959, I was impressed. She was different. She mixed in folk music with jazz. She played very fine piano. Her voice was totally different from anybody else. It was a woman's voice, but it had the depth of a baritone. That depth and that darkness carried the insight of what was in Nina's soul, and it reached you very quickly. Quelques mois après le concert au Town Hall, Nina va recevoir son premier chèque de royalties pour Little Girl Blue. $40 000. Avec cet argent, elle va déménager dans un superbe appartement et s'acheter une Mercedes convertible avec des sièges rouges et même un chapeau qui est assorti. Pour inaugurer cet achat, elle va faire des tours dans tout New York, le toit ouvert. Alors oui, elle flexe un peu, elle a bien raison, mais elle reste quand même timide. Petite anecdote, mais quand elle veut se rendre au concert de Frank Sinatra, elle prend ses précautions et elle part avec beaucoup d'avance pour ne pas trop attirer l'attention sur elle, tu vois. Parce que ça y est, c'est une star, etc. Frank Sinatra va apprendre sa présence et sera en colère que personne ne l'ait prévenu pour pouvoir la rencontrer, mais elle souhaitait juste être discrète. Elle est quand même à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous dis, oui, elle flex, mais elle est relativement humble, on va dire. Enfin bon, voilà. Vous connaissez un peu Nina maintenant, et vous le savez, c'est une bosseuse. Et pour pouvoir garder ce mode de vie qui lui plaît bien, du coup, elle va carburer. Alors qu'elle est reconnue comme une artiste prometteuse, les salles de spectacle se disputent l'opportunité d'ajouter Nina Simone à leur programmation. Le truc, c'est que Nina n'a toujours pas de manager. Elle accepte toutes les dates, sans trop réfléchir à l'organisation de la tournée, etc. Résultat, elle a au moins 5 concerts par semaine et aucun moment de répit. Et même si tout n'est pas parfait pour elle, elle commence à avoir une certaine notoriété dans le milieu et elle va faire une rencontre qui va tout changer. Je dis ça à chaque début de chapitre, mais c'est le cas. Un soir, alors qu'elle joue dans un bar, un groupe de potes à elle s'installe à sa table pendant la pause. Et parmi eux, l'un des visages lui est inconnu. C'est le visage de Andrew Stroud. Alors qu'elle doit reprendre son set, ce Andrew lui propose d'aller boire un verre à la fin, et elle accepte. Le premier date se passe bien, alors elle accepte le prochain, et ainsi de suite. Bref, sans suspense, ils vont sortir ensemble. Mais qui est Andrew, qu'on va appeler Andy ? Andy, c'est un détective.
Il était réputé auprès des services de police et n'était pas vraiment connu pour être un tendre. Andy travaillait directement sur le terrain, il avait collaboré avec la brigade des stupes et participé à plusieurs enquêtes pour meurtre. D'ailleurs, Nina raconte qu'il portait tout le temps une arme à la ceinture, au cas où. Here was a tough New York, vice squad cop that when he stepped out of his car uptown, people ran. And he had a way of just saying one word, hey, and that could put a lot of fear in people. Mais voilà, Andy n'est pas très net non plus. Dès le début, il fait comprendre à Nina qu'il veut l'épouser. Et c'est comme ça. Il va lui offrir des fleurs, des bijoux, des diamants, alors qu'il a juste un salaire de flic. Mais on va pas se poser trop de questions. Et là, vous allez me dire, oui, non mais Seb, il a le droit d'offrir des fleurs, des diamants, etc. C'est pas une raison pour se méfier. Avec Andy, si. Exemple. Un soir, alors qu'il raccompagne Nina chez elle, il insiste pour entrer. Elle refuse et rentre tranquillement se coucher en fermant la porte à clé derrière elle. À ce moment-là, il a forcé la porte en disant « Écoute, je suis flic, tu crois que je ne sais pas ouvrir les serrures ?» Je savais pas quoi faire de cette anecdote, juste, je trouve que ça raconte un peu le gars. Bon, je me moque un peu, mais en vérité, Andy va faire beaucoup de bien à Nina. Elle va se sentir un peu plus protégée et surtout, elle ne se sent plus seule. Au fur et à mesure que la relation se concrétise, ils décident de se marier. La mère de Nina va l'adorer. Son père, par contre, aura beaucoup de réserves face à lui. Le 4 décembre 1961, Eunice Waymon épouse officiellement Andrew Stroud, pour le meilleur et pour le pire. Andrew protected me against everybody but himself. He wrapped himself around me like a snake. Andy va quitter son boulot pour devenir le manager de Nina. Elle dira même qu'un flic en tant que manager, ça fait plutôt sens puisque dans l'industrie musicale, il n'y a que des voleurs. Blague à part, Andy va réellement propulser sa carrière. Tout d'abord, Andy va repasser en revue tous les contrats que Nina a signés ces 10 dernières années sans jamais y prêter attention. Ensuite, il va engager un publiciste pour booster sa présence médiatique et s'assurer qu'elle soit omniprésente dans la presse. Il recrute également un assistant en management pour organiser les sessions d'enregistrement, les déplacements, tout le reste, patati patata. Bien sûr, il fait appel à un juriste pour rédiger et examiner tous les contrats à la place de Nina, ce qui est un vrai soulagement vu sa gestion assez chaotique de ses affaires jusqu'ici. Et avec toute cette équipe, il décide d'ouvrir des bureaux sur la 5e avenue à New York. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ils n'ont pas chômé et que Andy, il gère. Sur les 12 mois de l'année, il y en a 8 qui sont consacrés à des tournées et les 4 autres à l'enregistrement en studio. Pendant ce temps, Nina enchaîne interviews, concerts, rencontres. En bref, dans les années 60, Nina est absolument partout. En fait, c'est plutôt simple à résumer, mais avec Andy, Nina va passer de star nationale, on va dire, à icône internationale. En parallèle de tout ça, évidemment, ils construisent leur cocon familial, ils s'achètent une grande maison avec un jardin au Mont Vernon. Quelques mois plus tard, Nina tombe enceinte de son unique enfant. Et en tant que star montante, elle peut pas vraiment se permettre de prendre un congé maternité, donc elle va continuer les tournées et même travailler sur un album, Simone Sings Ellington. I'm the black star, just crying my heart out. I sit in my chair, filled with despair. Nobody could be so sad. Don't mean a thing, you can't swing. Well, it don't mean a thing, all you gotta do is sing. On est dans une période plutôt cool de sa vie, puisqu'en 1962, elle donne naissance à sa fille, Lisa Céleste. Son arrivée va permettre à Nina de souffler un petit peu, loin de la scène, de passer des fêtes en famille, de faire une rétrospective sur tout ce qui s'est passé depuis le concert à Town Hall, et presque enfin redevenir une personne normale. Au fil de ces longs mois, Nina prend conscience à ce moment-là que son succès s'accompagne de lourdes responsabilités. Des personnes dépendent désormais d'elle pour leur travail, et elle aussi doit veiller sur sa propre famille, en particulier sur sa fille. Très vite, Andy l'embarque à nouveau dans un format concert, interview, enregistrement et ainsi de suite. En 1963, elle réalise même l'un de ses plus grands rêves, jouer pour la première fois au Carnegie Hall. Andy, qui était déterminé à concrétiser son rêve, va financer l'événement et sans surprise, c'est un immense succès.
I had given him a kiss of fire and a golden ring, and a golden ring. Peu à peu, Eunice disparaît définitivement. La jeune fille qui rêvait de musique classique en devenant la première pianiste noire, celle qui était solitaire, celle qui vivait pour être admise au Curtis, d'une certaine façon, Eunice se transforme complètement en Nina Simone. La naissance de Lisa aura un impact profond sur Nina. Elle commence à s'interroger sur le monde dans lequel va grandir sa fille. Cette réflexion la pousse à découvrir, à se questionner, et puis finalement, à se révolter. Put a spell on you. Prenons un instant pour une petite parenthèse historique, car c'est essentiel pour comprendre la suite. En 1955, une certaine Rosa Parks refuse de laisser sa place dans le bus à un homme blanc. À l'époque, les lois Jim Crow, en vigueur depuis la fin de la guerre de sécession, imposaient une stricte ségrégation raciale aux États-Unis. Dans les lieux publics, des zones spécifiques étaient réservées aux blancs et d'autres aux noirs. Par exemple, dans les bus, les blancs s'asseillaient à l'avant et les noirs à l'arrière. Et si le bus était plein, les noirs devaient céder leur place aux blancs. C'est dans ce contexte qu'en 1955, Rosa Parks marque l'histoire et refuse de laisser sa place dans un bus à un homme blanc. Cet événement va entraîner un boycott des lignes de bus et mener à la mise en place du Civil Rights Act, une loi qui a été adoptée en 1957 pour mettre fin à cette ségrégation et protéger les droits civiques des Afro-Américains. Puis en 1960, le SNCC sera fondé. Ce comité d'étudiants va participer au Freedom Rides, organiser la marche sur Washington en 1963 avec Martin Luther King, où il prononcera le célèbre I Have a Dream. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Parce que cet événement historique va forcément arriver aux oreilles de Nina. Elle repense alors à ce concert qu'elle avait donné à 11 ans, puis à son rejet du Curtis Institute, et réalise soudain que dans son cas, c'était ni une question de chance, ni de travail, mais simplement une question de couleur de peau. I was refused a scholarship because I was black. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. I think I would have been happier. I'm not very happy now. Un peu par hasard, elle va s'entourer des plus grandes figures intellectuelles de l'époque, comme Langston Hughes ou James Baldwin. Ils vont l'emmener au Lagos en 1961 pour un événement qui rassemblait la crème de la crème des artistes et des intellectuels afro-américains. I've had a couple of times on stage when I really felt free, and that's something else. That's really something else. Like like, I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. If I could have that half of my life, no fear. Dans les années 60, Nina va aussi se lier d'amitié avec sa voisine, Lorraine Hansberry, qui va devenir son mentor sur l'histoire et les enjeux de la lutte pour les droits civiques. Le soir, elles vont parler de Marx, de Lénine, de la révolution communiste, et Lorraine va aussi lui présenter l'histoire de l'Afrique ou encore de la mythologie égyptienne. Et puis, pendant tout ce temps-là, la situation, elle fait que s'aggraver. Premièrement, le militant Medgar Evers est assassiné en 1963 par un suprémaciste blanc du Ku Klux Klan au Mississippi. Quelques mois plus tard, 4 jeunes filles sont assassinées dans une explosion à Birmingham, en Alabama. Pour Nina, c'est la goutte de trop. Elle choisit de s'engager dans le mouvement en utilisant le langage qu'elle maîtrise le mieux, sa musique. Alabama's got me so upset. Tennessee's made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. En seulement 1 heure, Nina compose Mississippi Goddamn, une chanson qui résonne comme un cri de révolte pour rappeler que tout le monde est au courant de ce qui se passe dans le Sud. Elle s'attaque frontalement aux villes sudistes où la ségrégation fait rage et démonte un à un les clichés absurdes servant à justifier le racisme. C'est un geste audacieux, presque suicidaire dans une époque où prendre la parole de cette façon pouvait coûter la vie. Just to have a song and have goddamn in it, we're gonna start there. You gotta be very, very fearless, you know, especially in the South, where Jesus and all the disciples live. To put goddamn in a song, like what did she just say? Pour appuyer son message, alors qu'elle réalise son rêve en ayant une série de concerts au Carnegie Hall, elle enregistre une version live du titre devant un public majoritairement blanc. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset.
Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi, goddamn. C'est ainsi que Nina devient une figure emblématique du mouvement. Elle se réinvente et elle revendique fièrement ses racines africaines. Pour chacune de ses apparitions sur scène, elle va porter de lourdes boucles d'oreilles en argent, des tuniques traditionnelles, des tresses en chignon, voire les cheveux lâchés et assumés. Musicalement, elle va mélanger la pop, le gospel, le classique, le jazz, la folk et les ballades, et créer par conséquent un nouveau genre, la Black Classical Music. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but it still got so very far to go. En 65, Martin Luther King organise la marche de Selma à Montgomery dans une atmosphère électrique. Malgré la menace d'un attentat par des suprémacistes blancs et un périmètre de sécurité quadrillé par la police, Nina sera présente. Elle montera sur scène, accompagnée d'une guitare, et se produira devant une foule immense, portée par son courage et par sa détermination. Revenons un petit peu à sa carrière, parce que durant cette période-là, il y a pas mal de choses qui vont évoluer pour elle. Pendant un concert, Nina retourne à sa loge et tombe sur un homme qui l'attend. Wilhelm Langerberg. Alors on n'a pas trouvé de photo de lui, mais c'est le PDG de Philips, une grande maison de disques à l'époque. Il aurait écouté en boucle pendant 52 heures son titre Mississippi Goddamn, il s'est pris sa claque. Il est convaincu par son talent et il aurait décidé de monter dans le premier avion pour lui faire une offre. Il lui propose une distrib internationale, un tas d'oseille et des tournées en Europe. Bref, le genre d'offre qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie. Nina regarde Andy, et ni une ni deux, ils acceptent. Et comme l'a promis Wilhelm, ou Big Willie, on va l'appeler comme ça, la carrière musicale de Nina allait encore plus exploser. Parce que Big Willie était connu pour être un grand stratège. Pour la porter en Europe, elle va faire une compilation des meilleurs enregistrements en live de Nina, parce qu'il trouve que ce sont ses meilleures performances. Le premier album à sortir chez Philips ne sera ni plus ni moins que Nina Simone, au Carnegie Hall, en 1964. Ghostly freighter, and they're moving the shadows where no one can see, and they're chaining up people, and they're bringing them to me, asking me, kill them now or later. Elle y sera de retour l'année d'après, et si j'en parle, c'est parce que c'est l'un des seuls concerts où se déplacera sa mère. La légende raconte qu'elle aurait même dit être fière de Nina, et je dis bien légende, puisqu'elle ne le dira jamais directement à sa fille. Voilà. Quelques semaines plus tard va apparaître l'album qui va définitivement imposer Nina Simone, le chef-d'œuvre I Put a Spell on You. Et c'est clairement son plus grand succès. Encore aujourd'hui, si on n'est pas très familier de la discographie de Nina Simone, on connaît forcément ses chansons. I put a spell on you because you're mine. Blossom on the tree. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dès sa sortie, l'album va connaître un grand succès commercial. Les disques se vendent bien, elle atteint la 99e place au top 200 du Billboard américain et la 18e en Angleterre. Et ça, c'est peut-être dû au fait qu'il est le plus pop qu'elle ait jamais composé. Les titres restent en tête, on se surprend à chantonner Feeling Good ou I Put a Spell on You en ayant l'impression d'être dans un bon film de James Bond. Et juste en termes d'influence, ces titres vont être repris par énormément d'artistes, toutes générations confondues. And I'm feeling good. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good, so good, so good. Dans ce projet, on retrouve principalement des reprises, et même des reprises d'artistes francophones, comme Ne me quitte pas,
de Brel. Je fais un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera le roi, où je serai reine. Ne me quitte pas. Et la reprise de 2 chansons en anglaise de Charles Aznavour. Tomorrow is my turn to receive without giving, to make life worth my living, for it's my life I'm living. You've got to learn to hide your sorrow and go on living as before. La même année, Nina sort Pastel Blues, un album chargé d'émotions où elle réaffirme son engagement dans la lutte, notamment avec sa reprise de Strange Fruit, une chanson emblématique de l'histoire américaine qui dénonce les lynchages et les pendaisons des Noirs dans le Sud. Southern trees bearing strange fruit, blood on the leaves, and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Si le titre avait déjà été popularisé par Billie Holiday, Nina sera à cette époque la seule à risquer à reprendre cette chanson. Parce que le contexte historique de cette année-là particulièrement est sombre. Les idéaux pacifistes de Martin Luther King, ça perd de son élan. Malcolm X vient d'être assassiné, la guerre du Vietnam elle commence à être médiatisée massivement, et la violence semble être l'unique réponse possible. Apparently, 2 men approached the speaker's rostrum and discharged shots at him from apparently very close range. Immediately. No, he wasn't dead immediately, but expired very shortly thereafter. Alors plus de l'ordre privé pour Nina, mais ça va rajouter une couche de négatif. Son mentor et ami de toujours, Lauren Hansberry, va mourir d'un cancer à seulement 34 ans. Nina va vouloir lui rendre hommage en musique et va reprendre le nom d'une pièce sur laquelle travaillait son ami. Le titre deviendra l'hymne de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains. Avec le temps, l'œuvre de Nina va s'imprégner de son combat, et ses titres deviendront des symboles de cette époque où tout semblait encore possible. Ses chansons vont devenir plus contestataires, Nina va même connaître la censure dans le sud du pays, et elle sera surveillée par le FBI. Ça va jusque-là. Son label Colpix va même recevoir des vinyles qui sont renvoyés brisés, et tous les DJ du sud y refusent de jouer ses titres, mais ça ne va pas l'arrêter. En 1966, elle publie For Women, une chanson aussi bien féministe et engagée dans laquelle elle raconte la vie et le combat de 4 femmes noires. My skin is brown and my manner is tough. 'Cause I'll kill the first mother I see. 'Cause my life has been much too rough. I'm awfully bitter these days because the only parents I know were slaves. En 67, elle publie chez RCA, avec qui Andy signe un contrat en secret, l'album Silk and Soul avec ce célèbre morceau. And I'd sing, hey, 'cause I know how it feels. I know how it feels to be free. Yeah, yeah, I know Et bien sûr, il y a Ain't Got No, I Got Life, où Nina énumère tout ce qui reste quand on a l'impression que la vie n'a plus trop de sens. Elle rappelle avec force que l'essentiel réside dans ce qu'on est et dans ce qu'on possède en soi. Nobody
I got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my sense. Ce qui est remarquable, c'est que ces titres vont devenir des classiques instantanés. Par exemple, To Be Young, Gift and Black sera directement considéré comme l'hymne de la lutte des Afro-Américains, et ce n'est qu'un exemple parmi les dizaines de titres engagés, et le tout de son vivant. C'est quand même un exploit dont peu d'artistes peuvent se vanter, surtout que ses chansons et ses textes n'ont pas pris une ride. Et pourtant, derrière cette réussite éclatante, une autre histoire commence à émerger, qui est plus sombre, plus personnelle, et que personne, pour le coup, n'aurait pu prévoir. Il est important de comprendre que Nina évolue dans un environnement loin d'être sain, d'autant plus qu'elle est profondément empathique. Entre ses problèmes personnels, sa relation compliquée avec l'alcool, les tensions avec son mari et les bouleversements sociaux aux États-Unis, tout ceci l'affecte évidemment énormément. Toute cette douleur et cette intensité, elle les transmet, elle, à travers sa musique. C'est d'ailleurs ce qui rend ses chansons si bouleversantes. Quand Nina chante, il se passe quelque chose. Elle développe en nous une sorte d'émotion brute qui te touche droit au cœur. An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times. And at this crucial time in our lives, when everything is so desperate, when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the times? That to me is the definition of an artist. Le rejet du milieu de la musique classique pour Nina va rester une blessure profonde, une cicatrice qu'elle va porter un peu toute sa vie. Et même si son engagement pour les droits civiques, etc. peut adoucir un peu la douleur, Nina va jamais véritablement atteindre un sentiment d'accomplissement. Elle est frustrée et c'est normal parce que c'est pas juste. Dites-vous que des années plus tard, elle est émue aux larmes et elle avouera qu'elle aurait été plus heureuse sans tout ça. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. I think I would have been happier. I'm not very happy now. Bon, et même si elle et la musique, ça fait pas un cocktail très heureux, Nina va quand même être aussi très affectée par ses amours compliqués. Chaque partenaire est un peu choisi pour combler sa dépendance affective. Et si Andy a propulsé sa carrière et que sans doute, sans lui, elle n'aurait jamais eu un tel impact planétaire, leur mariage n'était pas heureux. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous rappelez au début l'épisode de la serrure, où vous voulez rentrer par effraction chez elle? Bon, j'avoue, j'ai peut-être pas tout dit. La veille de leur mariage, ils décident de célébrer l'événement dans un club. À cette époque, Nina est déjà en pleine ascension et commence à être reconnue. Ce soir-là, un fan la remarque dans le bar et s'approche pour lui remettre un petit mot. Mais Andy va voir toute la scène et ça va le rendre fou. Il va alors traîner Nina en dehors du bar et la rouer de coups sur tout le chemin jusqu'à leur maison. En rentrant, il va continuer à la frapper, il va l'attacher au lit et il va l'agresser. Nina va s'enfuir chez son ami Al Shackman pendant quelques temps et une semaine plus tard, en fin de retour à la maison, Andy lui dira qu'il ne se souvient de rien. Ce n'est jamais arrivé, tu dis n'importe quoi. Il va lui promettre que ça n'arrivera plus jamais, et Nina, malheureusement, va le croire. Oui, la violence sera partie intégrante de son mariage, les coups seront constants, et sa fille Lisa sera spectatrice de tout ça dès son enfance. As a child, I remember sitting in the car between them, and they were arguing about something, and I remember my father reaching across me, so it was like this, and backhanding her. We're going home in the car, I'm driving, and I slapped her. Blood spurted right over this eyebrow. She had like a 1-inch cut from my ring, you know. We got her home, and I clipped the skin together and taped it. And a week later, there wasn't even a scar. En plus de cet environnement, leur mariage va très rapidement battre de l'aile. Ils n'ont pas de complicité, ils n'ont pas d'intimité en dehors de la carrière et l'entreprise qu'elle représente aux yeux d'Andy. Il va l'épuiser entre tournées, enregistrements sans lui laisser un instant de répit, et ça va certainement jouer sur sa santé mentale, patati patata. Voilà, c'est pas non plus tout beau tout rose. Have you been unlucky? Unlucky at love? Yeah, unlucky at marriages. Not so unlucky at love. Why didn't they work out? The music got in the way. In the one where I married the cop from the United States, the music got in the way, and he treated me like a horse. You know, a non-stop workaholic horse. En 67, Nina assure la première partie de Bill Cosby lors de sa tournée. Un soir, alors qu'elle s'apprête à monter sur scène, Andy la retrouve dans sa loge et elle est en train de se peindre le corps en noir, tout en fixant le vide. On va pas se mentir, c'est bizarre.
C'est à ce moment-là, du moins officiellement, car certains avaient déjà des doutes, que son entourage réalise l'ampleur du mal-être de Nina et le fait qu'elle souffre de visions. En réalité, ce trouble semble habiter Nina depuis son enfance, lorsqu'elle était encore Eunice. Quelque chose devait déjà être enfoui en elle, car dès le début des années 60, elle souffrait de crises d'angoisse et de colère intense. Elle disait souvent que ces mélodies la hantaient au point de la rendre malade. Sa douleur, aussi dure soit-elle, va nourrir sa musique. Et face à tout ça, l'unique retranchement que Nina s'était construit, en plongeant corps et âme dans le mouvement, va s'effriter. Peu à peu, les grandes figures vont mourir, de Malcolm X à Martin Luther King, la défaite du pacifisme et le ralentissement du mouvement vont commencer à radicaliser Nina. It was prejudice, it was hate, bigotry sealed his fate. Go on, cry, cry, your tears won't change a thing. Will my country ever love? Must have killed at every turn. We've got to know by now what the consequences will bring. Elle est plus contestataire et surtout plus affectée par l'essoufflement du combat. Elle va commencer à se radicaliser et à appeler à la violence. En concert, elle appelle à lever les armes et à aller verser du sang pour les droits civiques des Afro-Américains. Ready to do what is necessary? Are you ready to kill if necessary? Is your mind ready? Is your body ready? If I had my way, I'd have been a killer. I would have had guns, and I would have gone to the South and gave them violence for violence, shotgun for shotgun. I'd be probably dead somewhere because I would have used guns during those years. I was never a non-violent person. Elle devient de plus en plus controversée et les activistes ont du mal à se retrouver en elle et considèrent qu'elle dessert plus la cause qu'elle ne la sert. Donc peu à peu, elle est écartée du mouvement. En 1970, épuisée et au bord du gouffre, Nina ressent le besoin urgent de faire une pause pour se retrouver. Après une série de disputes avec Andy, elle prend une décision radicale, tout quitter. Alors qu'Andy est à Manhattan et que Lisa est chez la mère de celui-ci, Nina fait sa valise, elle dépose sa bague de fiançailles dans un coin et elle s'en va en laissant toute sa vie derrière elle. Elle s'envole pour 2 semaines à la Barbade et parfois 2 semaines, ça peut changer le cours d'une vie. Elle va adorer cette île et en même temps, on peut la comprendre. Il fait beau, son hôtel donne sur les Caraïbes et pour la première fois de sa vie, son programme c'est ne rien faire du tout. Elle prend du temps pour elle, mais elle cogite. Elle ressasse le passé et elle finit par se convaincre qu'il faut arranger les choses avec Andy pour repartir sur de nouvelles bases. Elle va faire ses valises et rentre chez elle à Mount Vernon. Sauf qu'en arrivant, elle se rend compte que la maison est vide, il n'y a personne depuis des semaines, plus de Lisa, ni de Andy. Elle retourne alors chez ses parents à Philadelphie pour leur annoncer sa séparation et elle en profite pour demander à son frère musicien Samuel de devenir son manager. Sans surprise, sa mère sera profondément déçue par ce second divorce. Quant à son père, il lui avouera qu'il s'y attendait depuis le début. Et ça lui va, vu qu'il n'a jamais vraiment pu se le voir, le Andy, donc c'est ok. Mais les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Quelques jours plus tard, elle surprend une discussion entre son père et son frère. Elle entend son père dire que c'est lui, personnellement, qui a tout fait pour la famille, surtout d'un point de vue financier. Aux yeux de Nina, c'est un peu une trahison. Après tout, c'est elle qui a envoyé des chèques depuis des années et qui a dû commencer à jouer dans des bars au lieu de suivre son rêve dans la musique classique. En bref, elle pète un câble, elle quitte cette maison, et ce sera, sans le savoir, la dernière fois qu'elle verra son père de sa vie. Nina décide alors de se réfugier chez Big Willie. Ensemble, ils tentent d'apaiser son chagrin dans l'alcool. Un soir, désespérée, Nina va même jusqu'à le supplier de l'épouser, mais il refuse. Ce sera également la dernière fois qu'elle le verra. Quelques années plus tard, alors qu'elle est en tournée, elle reçoit une carte officielle du label, lui annonçant son décès. Elle n'aura même pas eu l'opportunité de lui dire adieu, ou bien d'assister à ses funérailles. Vous vous demandez peut-être, et Andy dans tout ça ? Le divorce va être prononcé en 1972, et vous commencez à bien connaître Nina et son amour pour les contrats, elle ne va rien lire. Et tout accepter au plus vite. En fait, elle va juste accepter le divorce, mais absolument pas discuter des sociétés ni des dettes éventuelles. Sauf que le problème, c'est qu'elle va découvrir l'étendue du bordel administratif. Il y a plein de documents qui sont frauduleux, ils ont perdu des avis d'impôts, le fisc américain est en train de leur tomber dessus. Ils sont dans la merde. Enfin, elle est dans la merde. Bref, c'est une très grosse erreur. Ne pas prendre soin de ses papiers administratifs, surtout que toutes les sociétés sont à son nom civil, quoi. Donc c'est elle qui en porte la responsabilité légale, alors que Andy, rien à foutre, lui, c'est pas son dos, tu vois.
Et musicalement, ça ne va pas mieux non plus. Déjà, Andy avait signé un contrat pour 10 albums chez RCA sans en parler à Nina, et avec ce label, ils ne s'entendent pas du tout. La carrière de Nina décline un peu, et surtout le genre qu'elle défend, il est plus trop d'actu. L'heure, il est à la soul, au funk, au rock, au hippie, à Woodstock, à la disco. On n'est plus du tout dans le Nina Simone. En 1971, elle publie l'album Here Comes the Sun, composé seulement de covers de George Harrison, Bob Dylan, Jerry Jeff Walker, entre autres, et ça ne sera pas vraiment un succès. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Puis, je reprends la chronologie, son père va mourir, plusieurs fois il va demander à voir Nina, elle va refuser à chaque fois, elle assistera pas non plus à son enterrement. La seule façon de comprendre ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, c'est à travers la chanson qu'elle arrangera en hommage à son père, une reprise de Alone Again. I remember this afternoon when my sister came into the room. She refused to say how my father was, but I knew he'd be dying soon. And I was oh so glad, and it was oh so sad, that I realized that I despised this man I'd once called father. Et quelques semaines plus tard, c'est au tour de sa grande sœur Lucille qui va mourir à cause d'un cancer. Mettez-vous à sa place, ayez un peu d'empathie, ça fait quand même énormément de galères en très peu de temps. Nina va alors prendre sa fille, Lisa, et s'enfuir à la Barbade. Là-bas, entre plusieurs amourettes sans importance, elle va rencontrer le Premier ministre, Errol Barrow, avec lequel ils auront une relation cachée pendant 2 ans, tout simplement parce qu'il était marié. Au bout de 2 ans, Nina décide qu'il est temps qu'Errol l'épouse. Et fidèle à ses choix impulsifs, elle commet encore une grosse erreur. Elle organise en secret le déménagement de toutes ses affaires de New York pour la Barbade, par container, etc., sans lui dire, sans le concerter. Sans surprise, Errol n'apprécie pas du tout, et pour couronner le tout, la douane bloque tous ses biens à la frontière. Elle n'a plus rien. À son retour sur l'île, Nina se retrouve à nouveau seule et reçoit une demande claire de la part du Premier ministre, quitter la résidence qui lui avait été offerte. Mais comme vous savez, un souci ne vient jamais seul et Nina commence à les accumuler. Son avocat va l'appeler pour lui dire que le fisc la poursuit en justice et qu'elle doit juste immédiatement rentrer. Nina retourne donc aux États-Unis, mais les choses s'aggravent encore. Elle perd ses affaires, toujours bloquée par la douane à la frontière avec la Barbade, et elle découvre que son compte en banque est gelé. Pire encore, la maison familiale de Mount Vernon a été vendue et il ne lui reste que $4000 issus de cette vente. Quelques années plus tard, le coup de grâce va tomber, elle est condamnée à payer une amende, tandis que Andy, rien du tout. Il sera jamais inquiété. C'est donc au plus bas mentalement que Nina va sortir un album de live dont le titre en dit long, It Is Finished. Sur la pochette, elle apparaît fatiguée, froide, et pourtant, l'album est vraiment bien. Here comes the pusher, takes your body and it leaves your mind to scream. I'm the old fair woman of pain. I can eat thunder and drink the rain. I kiss the moon and hug the sun and call the spirits and make them run. Elle est perdue, elle sait pas quoi faire, elle sait pas où aller, et elle décide de quitter les États-Unis pour se rendre en Afrique. En 1974, elle prend un vol pour Monrovia, la capitale du Libéria, avec sa fille Lisa. Ce séjour marque pour Nina des années de découverte, de liberté et de quête de soi. Elle profite de chaque instant, sortant presque tous les soirs pour participer à des soirées mémorables. Elle va se faire de nouveaux amis, comme Martha Prout, c'est son vrai nom de famille. Et bien sûr, elle vivra aussi quelques histoires d'amour, mais sans grand succès. Parmi ces soirées mémorables, l'une d'elles marquera particulièrement Nina et l'inspirera à composer la chanson Liberian Calypso.
body started moving all around. I was so happy to be in town. And as I slowly began to strip, everybody thought I was so hip. I danced all over the place, you know, all over the ceiling, all over the floor, up in the balcony, all around. It felt so good just being in town. Oh, I got to go. Nina y raconte comment elle a dansé nue dans un club. C'était un soir où elle devait être très heureuse pour une fois, et sûrement complètement ivre. Et cette soirée va devenir légendaire dans sa vie et même à Monrovia, au point où le lendemain, le président du pays va se déplacer dans ce club, en espérant lui aussi assister à un striptease de Nina. Puis elle va aussi vivre une histoire d'amour temporaire avec C.C. Denis, le père d'un ministre libérien qui était âgé de 70 ans, très riche et surtout amoureux de Nina. Il va décider de l'épouser, mais vous vous en doutez déjà, comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu. Le souci avec C.C., c'est qu'il est trop vieux. Le mec est trop vieux, quoi. Il peut rien faire. Enfin, il est... Voilà. Donc, à part le fait qu'il soit amoureux et riche, bon, voilà. Ce que Nina ignore à ce moment-là, c'est que Martha, sa nouvelle amie, a aussi des vues sur C.C. Et les problèmes. Donc, profitant d'un séjour de Nina aux États-Unis, Martha parvient à le séduire et ils finiront par se marier. Alors, c'est pas ouf comme pote, mais Nina a pour une fois dans sa vie eu de la chance et échappé, entre guillemets, au pire. Car ce retour aux États-Unis lui a sans doute sauvé la vie. Peu de temps après son départ, le Liberia est plongé dans le chaos par le coup d'État de Samuel Doe. Tous les ministres sont exécutés, y compris le fils de C.C. Martha, son amie, sera tragiquement lapidée en place publique, et C.C. va se donner la mort. Après tout ça, Nina va décider de tout quitter à nouveau et partir de Monrovia pour aller à Genève avec Lisa. C'est une catastrophe. Tout dans sa vie est un drame. Avec ce déménagement de plus, Nina parvient à se sauver de la guerre civile au Liberia, mais va s'enfoncer une fois de plus dans une solitude extrême en Suisse. Au fil du temps, la situation de Nina ne fait que se détériorer. Elle débarque en Suisse sans argent, sans contact, et avec une adolescente avec qui sa relation est très compliquée. Et on peut comprendre que pour sa fille, ça ne soit pas simple non plus. Lisa n'a pas eu une enfance facile, c'était surtout des séparations continues, avec sa mère, des changements de pays, à vivre chez des amis, de façon un peu random. Et comme si ça suffisait pas, dans les moments où sa mère allait le plus mal, la violence pouvait éclater à tout moment, que ce soit des coups, des cris, des menaces, parfois pour des détails sans importance. C'est en partie pour toutes ces raisons que Lisa va prendre la décision de retourner vivre avec son père et de laisser sa mère seule en Suisse. Nina vit maintenant son pire cauchemar, elle se retrouve complètement seule. Elle va donc être obligée de reprendre la scène pour gagner de l'argent après des années d'absence. Et son retour sur scène à Montreux en 1976 ne passera pas inaperçu, loin de là. Teardrops falling down on my face, trying to forget all my feelings of love. I mean, you know, what a shame to have to write a song like that. Feelings, I'm not making fun of the man. I do not believe the conditions that produced a situation that demanded a song like that. Et ouais, clairement, ça va pas. Durant le concert, Nina interpelle une spectatrice pour lui ordonner de rester assise alors qu'elle tente de quitter la salle. They go like the last light of the sun, all in a blaze. Hey girl, sit down. Sit down. Sit down. Elle s'interrompt à de multiples reprises et va jusqu'à exiger des applaudissements du public. Well, come on, clap, damn it. What's wrong with you? Tout son vécu, ses blessures et sa fragilité transparaissent dans ses yeux. Et si vous pensiez qu'elle arrive au bout de ses peines, eh bien non. Nina finit par retourner au Liberia. Parce que clairement, la Suisse, c'était pas du tout son délire. Mais ce retour au Liberia, c'était pas non plus une bonne idée. Au détour d'une soirée, elle rencontre un gars qui a l'air plutôt sympa. Il dit s'appeler Gibson. Il se présente comme étant un manager et qu'il peut relancer sa carrière. Son plan est qu'il se retrouve à Londres, à l'hôtel Carlton, où il lui réserve une suite. Nina n'aura plus qu'à patienter pendant qu'il organise des dates de concert. Elle se rend donc à Londres, elle va dans cette suite, etc., qu'on lui a réservée, et les jours passent. 1, 2, 3, 10 jours sans rien. Toujours pas de concert, que dalle. Et pire encore, personne n'a réglé la facture de la suite dans laquelle elle est depuis 10 jours. Nina va soupçonner un problème et va confronter Gibson calmement.
Elle lui dit qu'elle comprend qu'il puisse y avoir des imprévus, etc., mais qu'il va quand même falloir payer un jour la chambre, parce que de son côté, c'est juste pas possible en fait. Mais au lieu de résoudre la situation, Gibson s'emporte et montre son vrai visage. Il la frappe violemment jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. À son réveil, Gibson a disparu, emportant toutes les affaires de Nina avec lui. C'en est trop pour Nina. Elle est désespérée, elle est submergée par ses souffrances, et elle atteint un point de non-retour. Dans un geste tragique, elle avale 35 cachets, en espérant mettre fin à ses jours. Heureusement, le personnel de l'hôtel intervient à temps et appelle les secours. Elle survit, mais cependant, elle se fait hospitaliser. Son hospitalisation conduit à des examens psychiatriques. Et là, elle découvre qu'elle souffre d'un trouble bipolaire. Alors, cette découverte aide mieux à comprendre les souffrances que Nina endure depuis des années et marque un changement important dans la manière aussi de les appréhender. Et le temps passe un peu. Elle se remet doucement de toutes ces histoires, puis un personnage qu'on porte pas trop dans notre cœur va refaire son apparition. Andy, son ex-mari. Nina et Andy vont retenter une tournée américaine, mais sans grand succès. Entre-temps, elle va être condamnée par le tribunal de grande instance pour ses impayés et se retrouve avec une énorme amende. Andy, je vous le rappelle, n'est inquiété pour rien du tout. Malgré tout, Nina reprend doucement la scène, acceptant des concerts par-ci par-là, même aux États-Unis, qu'elle appelle désormais avec sarcasme les United Snakes of America. Mais voilà, ses performances restent discrètes et sans grand succès. Elle essaie aussi de revenir avec un nouvel album, Baltimore, qui s'éloigne de son style habituel et qui explore des sonorités reggae, voilà, ce qui va marquer une rupture aussi avec son public. Foutu pour foutu, Nina part pour Paris, où elle va s'installer aux Trois Maillets, dans le Marais. Elle va même enregistrer un nouveau disque, Fodder on My Wings. Il est décrit comme l'un des plus introspectifs, avec des titres en français, dont un qui est dédicacé aux Suisses. She flitted here and there, United States everywhere, with fodder in her wings, and dust inside her brain. Oh, how sad, but blue sweet. Je t'aime, le peuple en Suisse. I sing just to know that I'm alive. I play just to feel that I'll survive. And this day that's taking place, perhaps it's just the case. I sing just to know that I'm alive. Voilà, hein, tout semble condamné, et pourtant. Vous vous rappelez du premier album de Nina et de ce contrat chez Bethlehem qu'elle avait signé sans même le lire? Eh bien, la marque de luxe Chanel a acheté les droits du titre My Baby Just Care For Me pour $1 million. Et ce morceau devient la bande-son de leur campagne internationale en 1987. Ich bin Chanel Nummer 5. Là, franchement, les amis, on peut être content pour elle. $1 million après toutes les galères qu'elle a vécues là, c'est bienvenu. Sauf que, en signant ce contrat, elle avait cédé l'entièreté de ses droits, donc ce million va dans la poche, en fait, de Bethlehem. Ça fout le seum. L'importance de lire les contrats. Elle va quand même engager un avocat et il va trouver une faille. Le label n'avait pas d'accord pour la diffusion publicitaire et c'est comme ça que Nina réussit à choper quand même $150 000. Ça reste beaucoup d'argent, mais ce n'est que 15% de ce qu'elle aurait pu avoir en négociant son contrat différemment. Mine de rien, cette pub va permettre à sa carrière de redécoller, de lui ramener un nouveau public, des tournées dans tous les sens, une situation financière stable et surtout un regain de confiance en soi. Donc, c'est bien beau le $1 million, etc., ces histoires-là, mais faut mesurer l'impact que ça a à ce moment-là de sa vie, que Chanel arrive avec cette pub. Il faut se dire que c'est plutôt novateur à l'époque. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and places. My baby don't care for... Mais vous savez quoi? Nina restera Nina. There are those of you who are familiar with this song since you've been buying my records for so long, and I'm glad of that. Thank you very much.
Darling, I have to. I was a genius, Chérie, je suis née géniale born a genius. et j'ai été and it's géniale at least half la my moitié de life. ma vie. It's not easy being a legend. Ce n'est pas facile d'être une légende, One sitting on the top of a mountain assise toute by seule au oneself. sommet de la That montagne. is not easy. Il n'y a rien de nouveau dans le jazz, chérie. La seule chose que l'on est, c'est le And that rap, is not jazz. et le As rap a tue matter le of jazz. fact, it kills jazz. Ce moment de sa vie restera un secret bien caché. Installée seule près d'Aix-en-Provence, Nina continue de se battre contre ses démons. Ses crises, plus fortes qu'avant, la hantent et elle essaie de les calmer avec l'alcool. Quand je dis ces crises, pour vous donner un exemple, un jour elle était seule chez elle, en France du coup, et elle entend du bruit dehors. Mais dehors, il y avait juste le fils de la voisine, qui d'ailleurs n'était encore qu'un adolescent, qui faisait du bruit dans la cour, quoi. Et va comprendre pourquoi elle s'est mise à prendre un pistolet à air comprimé et à tirer sur le gosse. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'action. Oh, le fils du voisin, il fait du bruit. Elle sort un flingue, elle le bombarde. C'est pas une vanne, elle a vraiment fait ça. Elle a même été condamnée à 8 mois de prison avec sursis dans l'attente d'une évaluation psychiatrique. Et pour agrémenter l'anecdote, elle aurait déclaré en toute décontraction avoir essayé de le tuer, mais d'avoir raté son coup. Ça, c'était en 95. Mais 10 ans plus tôt, elle avait déjà tiré sur un responsable de maison de disques qu'elle accusait de lui avoir volé ses droits d'auteur. I was the record company that stole my albums and didn't pay me, and they came to Switzerland, and I said, "Where's my money?" And they said, "We're not going to give you any money." I said, "Oh, yes, you are." And I got a gun. It was a gun. It wasn't a knife. And I followed him to a restaurant, and I tried to kill him. Bon, à côté de ces genres de condamnations pour avoir tiré sur un enfant, elle enregistre un album et choisit un titre qui a plein de sens, A Single Woman. Oh, mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte d'un noir, comme un oiseau blessé. If I should lose you, the stars would fall from the sky. Always alone, at home or in a crowd, a single woman out on a private cloud, caught in a world few people understand. I am what I am, only one single woman. Ça en dit long aussi sur la condition de Nina tout au long de sa vie. Si sur scène tout ressemble, à quelques exceptions près, à une success story, tu vois, la réalité c'est qu'elle est rongée par la solitude et par la dépression, quoi. Elle donnera son dernier concert en 2002 en Pologne. Ce concert clôt une carrière extraordinaire. Ce fut un adieu poignant à la scène qui avait toujours été son refuge et une de ses raisons de vivre. Dans les dernières années de sa vie, Nina s'installe à Carry-le-Rouet, un paisible village en bord de mer, loin des problèmes qui avaient rythmé sa vie. Elle semble s'éteindre doucement dans sa solitude, entourée par les souvenirs d'une vie faite de triomphes, de luttes et de sacrifices. Le 21 avril 2003, elle s'en va, emportée par un cancer du sein à l'âge de 70 ans. Une lumière s'éteint, mais son héritage musical, lui, reste intact. Et fidèle à son amour pour le continent africain, Nina a souhaité que ses cendres soient dispersées dans plusieurs pays d'Afrique, comme une sorte d'ultime voyage, tu vois, et un moyen de enfin trouver la paix dans cette terre qu'elle a tant aimée. De son vivant, Nina Simone était une icône. Elle côtoyait des personnalités comme Nelson Mandela, était ambassadrice de la Côte d'Ivoire, elle était reconnue et respectée par tout un tas d'artistes appartenant à des époques différentes. Et, on n'en a pas parlé, mais un peu avant sa mort, elle va recevoir un diplôme honorifique du Curtis, le fameux diplôme qu'elle cherchait à obtenir à ses débuts. Même si voilà, elle aurait sûrement voulu l'obtenir plus tôt, elle aura quand même atteint son objectif de début de carrière. Musicalement, l'héritage de Nina Simone est juste immense. Les plus grandes stars de la génération hip-hop et soul des années 90 se rapprochent d'elle et la citent en maître. Je ne parle même pas du nombre astronomique de samples des titres de Nina Simone, tout ça, dans le rap américain surtout, bref.
understood ain't gotta be explained. So for those who understand, meet Dwayne. I just wanted you to know. Et évidemment, Nina Simone a rejoint le Hall of Fame de la musique en 2018. Nina Simone could sing anything. She was classically trained, and they called her the high priestess of soul. She sang jazz, blues, spirituals, folk songs, show tunes, children's songs, songs by Bob Dylan, the Bee Gees, and George Harrison. But everything she sang, she made her own. And so it is with great pride and great pleasure that I now welcome Nina Simone into the Rock and Roll Hall of Fame. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Du côté de sa fille, Lisa, eh bien après avoir fait l'armée, elle est devenue mère à son tour. La rancœur s'est apaisée et après la mort de sa maman, elle-même va devenir chanteuse sous le nom. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup trop souvent, ça ne s'est pas passé comme prévu. Parce qu'on dirait que, pour Nina Simone, tout se passe toujours à l'envers. Tout ce qu'elle a désiré dans sa vie semblait à chaque fois hors de portée. Comme si ses rêves ne la faisaient pas avancer et semblaient la ramener en arrière. Et que chaque échec l'enfonçait un peu plus dans un mal-être. Mais au fond, au-delà de sa vie difficile, ses problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux, Nina a eu un impact juste immense pour la reconnaissance des droits civiques des Afro-Américains à une époque où pas grand monde osait s'exprimer. Elle a insufflé courage et confiance en soi à une population entière, mais en payant tout ça de sa propre stabilité, tu vois. Et ce qui rend cet impact possible, c'est qu'elle n'était pas seulement une militante, elle était aussi une musicienne extraordinaire, tu vois. Elle pouvait passer du classique à la soul, au jazz, au funk, avec une espèce de facilité rare, on va dire. Mais au-delà de son talent, moi ce que j'ai envie de retenir, c'est son dévouement total, parfois jusqu'au sacrifice, qui a fait d'elle une légende. Nina Simone a littéralement donné sa vie pour la musique et les idéaux qu'elle portait. Même si la vie lui a pas toujours rendu justice, nous pouvons être fiers d'avoir connu une artiste aussi unique. Et même si sa musique n'est pas de notre génération, elle restera une source d'inspiration éternelle, je pense, une preuve que l'art peut transcender les épreuves et aussi marquer les histoires à jamais. An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times. And at this crucial time in our lives, when everything is so desperate, when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. But I am not alone. As long as my love is near me, and I know it will be so till it's time to go. My thing, what I hope to do all the time, is to be so completely myself that my audiences and even people who meet me are confronted with what I am, inside and out, as honest as I can be. In this way, they have to see things about themselves, immediately. All through the winter until the birds again return in spring again. I do not fear time. Merci d'être arrivé jusqu'ici, j'espère que cette histoire vous a plu autant qu'à nous. Je trouve que son histoire est culturellement trop importante, en plus d'être fan de son art, voilà. N'hésitez pas à réagir en commentaire comme un espace d'échange. Si vous êtes encore ici, c'est que vous êtes sûrement des esprits curieux, donc j'ai confiance en vous. Merci une dernière fois aux partenaires de cette vidéo, NordVPN. Voilà, partenaire fidèle, le lien est en description. Merci à vous de soutenir la chaîne sur ces projets qui sont un peu longs, tu vois, à mettre en place. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, journée, ça dépend. J'imagine que vous regardez ça le soir, je sais pas pourquoi. Bisous, et à bientôt.